CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente la réalisation pratique d'une protection spirituelle. Alors, dans ce stage, il y a des choses dont nous parlons, d'autres choses dont nous ne parlons pas, au niveau de Pentacle et Talisman. Vous vous en êtes rendu compte, parce qu'il y a des choses dont nous avons constaté l'efficacité et d'autres non. Alors, non seulement nous n'avons pas des connaissances sur tous les domaines, mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de techniques de protection qui étaient particulièrement faibles, voire inexistantes dans leur aspect opératif. Donc c'est pour ça que aujourd'hui on va étudier 3 grands types de protection que nous avons vu fonctionner, que nous avons déjà utilisés, qui sont les médailles, donc Pentacle sur lequel nous allons revenir, les blasons sacerdotaux ou blasons alchimiques dont nous allons parler, ainsi que les logos qui sont plus destinés à une entreprise et qui sont des talismans particuliers. Alors, on s'attaque pour l'instant au blason ecclésial. Alors, je vais vous donner un certain nombre d'exemples. Sachons déjà que... alors, un blason, qu'est-ce que c'est? C'est un graphisme, un dessin qui va être réalisé à partir du nom de famille du possesseur. Donc on prend votre nom de famille et à partir de ce nom va être traduit en langue phonétique, comme ce qu'on pourrait appeler la langue des oiseaux. On va voir des exemples après. Donc il y a des lettres qui peuvent permuter, etc. Mais ce qu'on va essayer de trouver, donc, c'est la racine de votre nom. C'est l'origine phonétique, ce que votre nom représente. Parce que comme tout est dans tout, on s'aperçoit que ce que votre nom représente, eh bien c'est vous. Alors on va me dire, oui, mais moi j'ai un frère ou j'ai une sœur qui a le même nom que moi, donc il aura le même blason. Eh bien non, on a fait l'expérience de toute une famille. Eh bien, chaque personne de la famille a son blason alchimique personnel. Alors, qu'est-ce que c'est que ce blason? C'est ce que vous êtes, mais en couleur, en forme, dans l'invisible, sur le plan spirituel ou sur le plan alchimique. Les premiers chevaliers qui combattaient possédaient tous leur blason sur leur écu, sur leur bouclier. Donc le blason, c'est d'abord en fait une protection opérative qui doit fonctionner lors d'une bataille physique, quand les ennemis lancent leurs flèches, leurs épées, leurs haches, etc. Donc l'origine de l'héraldisme, c'est un pentacle de protection, mais qui doit être efficace. Parce que le chevalier qui n'a pas un pentacle de protection efficace, qui n'a pas un écu suffisamment puissant, eh ben, va se retrouver avec le crâne fendu en deux. Donc il fallait que ce soit quelque chose d'important. Alors il y a 2 sortes en fait de blasons. Vous avez le blason personnel et vous avez le blason qui peut être aussi familial. On peut faire un blason également pour une famille. Donc c'est réalisé à partir du nom, traduit sous forme d'un graphisme précis. En étudiant les racines phonétiques du nom, donc avec les racines de la langue ancienne, ça nécessite donc, pour créer la base de ce pentacle, une érudition latine, grecque, hébraïque et sur quelques dialectes phonétiques anciens, y compris le vieux français ou le français du Moyen-Âge, parce que nos noms sont représentatifs et viennent du Moyen-Âge. Il faut également avoir une connaissance approfondie des règles de l'héraldisme, parce qu'il ne s'agit pas simplement de savoir que tel nom ou tel prénom vient de telle origine, faut-il encore après pouvoir le réaliser sous forme d'un dessin, d'un schéma, avec des couleurs précises. Alors ça, cette première partie, c'est simplement pour dégrossir le problème. Alors je ne suis pas spécialiste de l'héraldisme. Donc je vous explique comment ça fonctionne, mais moi personnellement je ne réalise pas de blason. J'ai un ami qui peut le faire, mais ce n'est pas ma spécialité. Alors une fois qu'on a dégrossi
le nom de cette manière-là, et qu'on sait qu'on va mettre par exemple plutôt une épée, plutôt une faux, plutôt une rosace, plutôt une tour, plutôt un pentagramme. Bon, on a les premières idées. À partir de là, parce que ce qu'on veut avoir, c'est non pas un blason en héraldique classique, mais une héraldique spirituelle, une héraldique en partie métaphysique ou alchimique. Parce que ce que je veux, moi, si je me fais réaliser mon blason personnel, c'est que ça puisse servir au combat, c'est que ça puisse me servir de pentacle, de protection sur le plan invisible. Alors, il faut donc quand même une longue étude de la métaphysique. C'est ce qu'on disait hier quand on nous avait posé la question sur le blason. Il faut au minimum 15 ans de bonnes études du symbolisme, de la théologie, des arcanes métaphysiques pour arriver à sortir quelque chose qui puisse tenir la route. Il faut en plus la capacité d'ouvrir les plans alchimiques. Parce que quand ce type de blason est recherché, eh bien, la personne qui le fait va décortiquer le nom, va décortiquer le prénom, va éventuellement sceller de la date de naissance, et puis il a tourné autour. Le fait de tourner autour, ça va être comme un véritable rituel. Ça va créer une aimantation. Et pour avoir le graphisme définitif, c'est en quelque sorte le plan alchimique, c'est le ciel qui va le donner. Eliphas Lévi disait dans un de ses livres, les pentacles se lisent au ciel. Les pentacles se lisent au ciel, ils se construisent pas ici-bas. Donc, une fois qu'on a fait le tour, on sait à peu près de quoi est fait le nom, et bien à un moment, il faut qu'il y ait la vision alchimique du pentacle fini, réalisé, du blason terminé. Et à partir de là, eh bien, il n'y a plus qu'à recopier ce qu'on a vu dans l'invisible. Donc, capacité d'ouvrir les plans alchimiques. Alors, je vais vous donner on va continuer un petit peu, puis après je vais vous donner des exemples. Alors, les règles d'utilisation d'un blason. Comme comme cette famille de pentacles ou talismans, il ne fonctionne que si l'on s'en sert. Si je porte mon blason sur moi, il va me protéger. Si je le mets sur mon papier en tête, il va protéger. Si je le mets dans ma salle à manger, sur la porte d'entrée, etc., il va protéger. Mais si je le garde dans un tiroir, la protection sera très faible. Donc, ce type de protection ne fonctionne que si l'on s'en sert. Il doit donc être vu, et surtout vu par les ennemis. Plus vos ennemis voient votre blason, mieux c'est. Donc, comme je viens de vous dire, placé sur la maison, papier en tête, sur une veste, sur une carte de visite, sur une chevalière, sur un pentacle, etc. Mais ce n'est pas suffisant. Si vous faites faire votre blason, vous devez également l'étudier. Donc vous devez étudier votre blason pour en comprendre le graphisme. Parce que sinon, si vous ne l'étudiez pas, si vous ne l'ouvrez pas, si vous ne comprenez pas pourquoi ici il y a un pentagramme, pourquoi ici il y a une tour avec 3 étages, pourquoi ici il y a 2 faux, pourquoi ici il y a une fleur, pourquoi ici il y a un arc avec une flèche, si on ne l'étudie pas, on ne l'ouvre pas. Donc il ne fonctionne pas. C'est comme le moteur d'une voiture dans lequel on n'a pas mis la clé de contact. Il n'a pas démarré, il reste là, il attend. Donc, en comprendre le graphisme, il faut savoir qu'un blason, c'est en même temps un oracle, c'est l'oracle de votre vie, votre destinée, et en même temps, ça représente ce que vous êtes, c'est-à-dire votre potentiel. C'est pas ce que vous allez faire, c'est ce que vous pouvez faire, parce que vous gardez la liberté dans votre destin d'accomplir votre destin ou non dans ce qui vous est proposé dans votre vie. Alors, c'est un oracle qui nous permet de travailler la fameuse phrase « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Donc si j'arrive à avoir une bonne connaissance de moi, je peux évoluer spirituellement.
Donc ça, c'est un outil de connaissance de soi. Dès l'instant, on ne va pas le laisser dans un tiroir. Alors, je disais, bien sûr que c'est une sorte de pentacle de protection. Ça, c'est le premier niveau. Mais c'est bien plus qu'un simple pentacle de protection. C'est un outil de connaissance de soi. Et comme justement, c'est un outil symbolique difficile à déchiffrer, ça va nous faire automatiquement nous poser des questions sur nous-mêmes, donc progresser sur cette connaissance. Et vous pouvez très bien, 10 ans après, comprendre pourquoi il y a un quadrillage vert sur fond bleu. Par exemple sur celui-là. Mais 10 ans après, tout de suite. Donc, outil d'évolution personnelle pour en tirer le sel. Alors, c'est plus un outil pour quelqu'un qui a une recherche profonde, philosophique, théologique, alchimique. C'est pas tellement utile pour quelqu'un, je dirais, qui va faire ça ne me convient pas, j'allais dire du tourisme ésotérique, non, parce qu'on est tous d'abord touristes ésotériques avant de faire un petit peu autre chose. Mais quelqu'un qui va simplement se documenter, comme on fait tous au début de notre recherche, quelqu'un qui va se documenter sur l'ésotérisme n'a pas besoin de ce genre d'outil, parce qu'il va le mettre dans un tiroir, et puis ça va y rester, et ça va servir à rien. Donc inutile. Par contre, quelqu'un qui va avoir une recherche beaucoup plus profonde, déjà depuis des années et des années de travail et d'études, ça peut être intéressant. Ça peut également être excessivement intéressant, voire indispensable, à quelqu'un qui est opérateur. C'est-à-dire que ce soit magnétiseur, exorciste, prêtre, etc. Parce que c'est un outil de protection. Et qu'est-ce que doit faire le professionnel face à son client dans ce type de domaine? C'est se protéger des transferts énergétiques qui vont se faire. Alors, porter un médaillon métaphysique, c'est bien. Avoir un blason, c'est mieux, etc. On va un petit peu multiplier les protections sans devenir comme dans certains films, avec des chargés de pentacles, en fait, en avoir une cinquantaine sur soi. Mais moi, quand je conduis ma voiture, j'aime bien avoir ma ceinture de sécurité et puis un airbag. C'est deux types de protections différentes. Et puis, si c'est une voiture avec des zones de déformation du moteur, etc., ça me permet d'encaisser un choc. Donc, troisième protection. Parce que le professionnel doit durer longtemps dans son métier de magnétiseur, d'exorciste, de thérapeute ou autre. Donc, pour durer longtemps, alors c'est très facile pour certains de soigner les gens. Mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas forcément dans la méthode d'aide, mais surtout dans la durée de cette aide. Et en général, on oublie de se protéger. On oublie qu'un jour, on peut tomber sur un os, sur un cas difficile. Et puis là, on est bien content, si on prend une torpille, d'avoir quelques protections qui vont encaisser une partie du choc. Et on a un ami qui faisait de l'exorcisme. Bon, et puis tout se passait bien jusqu'au jour où il est tombé sur un os, mais sur un cas vraiment difficile. Bon, et puis là, il a pris un choc. Et heureusement, il avait un blason de protection, il avait une protection de type protection triangulaire dont je parle dans le livre, donc une forme d'exorcisme triangulaire ou de contre-enveloppement triangulaire avec un support enterré au pied d'un arbre, etc. Il avait un très bon entraînement respiratoire, donc ça a permis à 80% du choc d'être encaissé par les protections, mais il y a quand même 20% qui sont passés, et les 20% restants, ça a quand même fait un petit peu de dégâts. Mais s'il n'y avait pas eu les différentes protections, c'était 100% du choc qui était encaissé. Et là, on ne peut pas forcément se relever. Donc, quelqu'un qui pratique l'exorcisme ou le désenvoûtement, en général, ça se passe bien parce qu'on tombe rarement sur un vrai sorcier. On tombe beaucoup plus sur tout un tas de pollutions qui peuvent être puissantes, qui peuvent être négatives, qui peuvent être dangereuses, mais tout un tas de pollutions, je dirais, non professionnelles. Et si un jour, en tant qu'exorciste ou magnétiseur, vous tombez sur une personne qui a vraiment un problème de sorcellerie puissante, vous ne le verrez pas forcément tout de suite. Et quand vous mettrez les mains
dans le système pour aider votre client, eh bien vous allez prendre une grosse décharge électrique. Et c'est simplement pour cet instant-là qu'il est bon, en tant que professionnel, d'avoir un certain nombre d'outils de protection. Donc, ma ceinture de sécurité en voiture ne m'a servi qu'une fois. Sur les 20 dernières années où j'ai conduit une voiture, j'ai une fois eu besoin de ma ceinture de sécurité. Pourtant, à chaque fois, je l'ai mise. Ça m'a servi qu'une fois. Je l'ai mis des centaines de fois pour rien, cette fameuse ceinture. Une fois, ça m'a permis d'éviter de passer la tête à travers le pare-brise. Donc, j'étais content d'avoir mis ma ceinture de sécurité pour rien des centaines de fois. Alors, donc, outils de protection, outils d'évolution et possibilité également de ritualiser cette protection. Nous le verrons cet après-midi. Alors, quelques exemples de blasons. Alors, je vous ai donné un petit peu la définition du blason. On va la reprendre sur le rétroprojecteur. Donc, fonction de protection en tant qu'exorciste ou dans la vie courante. Reconnaissance des plans spirituels, parce que c'est aussi la preuve que vous savez quelque chose. C'est pareil dans un exorcisme rituel de désenvoûtement. Si vous utilisez en tant que pentacle d'autel l'étoile à 5 branches d'Eliphas Lévi ou de quelqu'un d'autre, c'est bien. L'étoile à 5 branches, ça représente l'homme, mais c'est très vague. Le blason, ça représente vous. C'est beaucoup plus efficace. Donc, un exorciste, donc laïque ou religieux, qui va faire un travail de dégagement chez une personne, doit posséder son blason personnel en tant que pentacle d'autel. Ça va lui servir aussi à se recharger en cas de difficulté pendant l'opération. Je connais aussi une personne qui pratiquait le désenveloppement de façon laïque. Bon. Et plusieurs fois de suite, il m'avait dit, depuis qu'il avait son blason, eh bien que si en cours d'opération, d'un coup il sentait une faiblesse, il sentait ses énergies qui le quittaient, il mettait la main sur son blason, il se rechargeait et il pouvait continuer son opération de dégagement. Donc il y a un effet. Mais c'est plus quand même sur un plan professionnel ou quelqu'un qui veut vraiment s'engager dans une voie active sur ce plan. Donc reconnaissance des plans spirituels, ça veut dire que si vous faites un rituel et que vous avez votre blason sur l'autel, ça signifie que vous savez qui vous êtes, ou du moins que vous en avez une idée. Parce que qu'est-ce qui est vu par le ciel? C'est pas tellement les mots, parce que là-haut ils parlent pas forcément notre langue. Par contre, une image, c'est parlant. Outil de connaissance de soi, on l'avait tout à l'heure, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et c'est aussi quelque part un oracle personnel de vie, votre destin. Alors maintenant, on va faire un exemple. Voilà. Alors ça, c'est le blason d'un monsieur qui s'appelle Fâche. Alors, on va dire, oui, mais bon, comment, avec Fâche, on se retrouve avec un blason de cette nature? Alors, je vais vous donner quelques petites indications pour que vous ayez une idée un petit peu de la méthodologie. C'est succinct. Fâche, donc ça s'écrit F-A-C-H-E. En ancien français, il y avait des lettres permutantes. Donc, le F peut permuter en V, ce qui va nous donner vache. Alors, vous allez dire, oh, c'est pas extraordinaire. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que
la vache, par exemple en Haute-Égypte, était très à l'honneur. Donc, la vache, c'est le symbole de quoi? Ça va être le symbole d'une forme de fécondité, c'est la fécondité du troupeau, c'est le lait. Également, le che peut permuter en s, ce qui nous donne à ce moment-là vase. Alors quand on regarde vase, on se rappelle, la légende du Graal. Alors, la vache et le vase sont emblématiques du vaisseau contenant la vie. Ils contiennent la vie, la vache. La vache contient la vie pour les enfants sous la forme du lait, et le vase contient la vie sous la forme noble du calice, du Graal, qui contient le sang du Christ, donc de la vie éternelle. Alors, ensuite, ce vase va être le Graal. Le Graal est vert, car taillé dans une émeraude sainte tombée du front de Lucifer. Alors, on prend encore la symbolique du vert et du rouge, etc. Donc, il est vert. Mais, par sa forme lunaire, il rappelle les cornes de la vache. On voit ici, comme une lune, comme les cornes de la vache. Alors soutenu par son pied, offrant une forme de croix. C'est comme ça qu'il faut étudier un blason. En fait, là, on peut avoir aussi une forme de croix avec le pied, qui peut nous rappeler la croix des 4 éléments. Hop, on part. Alors, on revient sur fâche. Ça, c'était l'aspect un petit peu plus latin. Fâche, ça se décompose en fa et ensuite che. Alors, on étudie la racine grecque, le fa. Alors, je vous passe les caractères grecs. Ça signifie en grec rendre visible, manifester la pensée par la parole. Donc fa, c'est rendre visible, manifester la pensée par la parole, dire des choses. Et le che, pareil, le che, bon, je pourrais vous l'écrire en grec, mais enfin bon, le che, ça signifie verser et répandre. On commence à comprendre pourquoi le Graal répand, en fait. Pourquoi il n'est pas droit, et pourquoi il est penché vers la terre. Donc, il penche, il va répandre. Donc, la petite sentence de ce blason pourrait être: le Graal manifeste en répandant son nectar de vie, en répandant la parole. On a des petits iodes qui sont pourpres, en fait, des petits iotas, comme le dire, vous voyez, des gouttes qui tombent sur la terre. Alors on va dire, oui, mais pourquoi on a le noir en haut de ce blason et le blanc en bas? Est-ce que ça veut dire qu'il prend ses racines dans les ténèbres? Manifestation. Alors, voilà, c'est plutôt le côté non manifesté, puis manifesté. Donc, la première partie noire du blason, la partie haute en noir, signifie la lumière noire, le soleil noir, c'est-à-dire ce qui n'est pas manifesté, que nous voyons, nous, noir, et qui en fait est lumière. Donc ça, c'est la lumière qui n'est pas manifestée. Puis en blanc, nous avons la lumière qui se trouve manifestée. Donc, grâce à ce calice, ce qui est pensé, donc non manifesté,
par la parole, va devenir manifesté. Donc, en fait, fâche, ça veut dire dire ou exprimer. Alors, exemple, succinct, en fait, de ce sur quoi va s'organiser un blason. Donc, les explications que je vous ai données, ça c'est la première partie du travail. Bon. Et après, les plans alchimiques s'ouvrent et ceci va apparaître dans son entier avec les couleurs. Il suffit plus après qu'à l'interpréter, parce que bon, ce que je vous ai dit c'est très succinct, il y a encore plein d'autres choses dedans que l'on peut travailler. Ce qui est toujours... Voilà, les chiffres, bon, en plus, bon, si on regarde... 3, 10, 30. Oui, 3. Un triangle, si on relie les trois gouttes, on a un triangle point en haut, bon, etc., etc. Alors on va en regarder un autre. Monsieur Augustin. Non, Augustin. Augustin. Je ne donne pas son prénom, mais bon, on ne le connaît pas, donc. Monsieur Augustin. Bon, il veut son blason. Alors voilà. Vous avez son nom. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, Augustin, voilà, ça vient de Augustus, de augure, en fait. Donc Augustus, ça signifie consacré par les augures. Remarquez, Augustin. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément la même technique de racine pour Augustin que pour Fâche. C'est en fait, il faut être suffisamment habile pour découvrir le secret du nom. Alors, en grec, ça vient de ogaxo, qui signifie éclairer, illuminer, en première explication, et en deuxième, ça signifie fixer les yeux sur une chose, voir clairement. En troisième signification, nous avons également briller. Donc Augustin, c'est quelqu'un qui va vouloir briller. Donc, éclairer, illuminer, fixer les yeux sur, voir clairement, briller. Alors, ça vient également par permutation de certaines lettres du grec géras. Alors, le grec, je le prononce à la française. Hein. Donc, qui signifie une marque d'honneur. En permutant, parce que, en fait, dans ce jeu, on permute des lettres et puis on peut en retirer pour voir ce qui est caché derrière. Donc, il y a une deuxième façon d'écrire géras et qui signifie dans ce cas-là vieillesse. Donc, Augustin, on a le mot vieillesse dedans. On aura également, en latin, ogeo, qui signifie faire naître, croître, accroître et honorer. Donc on se trouve avec des grilles. Je vais vous le faire, on va le mettre sur le rétroprojecteur pour se donner une idée et pour voir ce qu'il peut. Alors, fixer les yeux sur, on a un œil. Alors, c'est un œil qui est ouvert. Alors, ce que vous voyez ici, c'est doré en fait. Bon, ça a été pas très bien repris sur le transparent. Augustus, ça signifie ce qui est sacré, consacré, ce qui est saint ou ce qui est religieux. Donc, Saint Augustin, comme on disait tout à l'heure. En deuxième explication, ça signifie aussi auguste, vénérable. Un vénérable comme la vieillesse. Quelque chose qui a de l'honneur dedans, en fait. Alors, si on
on s'amuse encore avec des permutations, on a OCO, qui signifie observer attentivement. Et là, on commence à dessiner, à voir que, en fait, lui, il peut voir des choses. Si Monsieur Fache pouvait dire des choses, lui, il va pouvoir voir. C'est sa corde sensible. De Oceps, qui veut dire oiseleur. Alors, on sait que dans le monde antique, certains augures étaient faits sur les oiseaux. On prenait les oiseaux, on les ouvrait, on regardait ce qu'il y avait dedans, ou on regardait le sens du vol des oiseaux. Ocupor signifie chasser les oiseaux, épier, guetter, courir après. Donc toujours la notion de vision, de voir. Donc, pour résumer par une petite phrase symbolique, on va dire que Augustin est l'élu, le désigné pour exercer un pouvoir temporel, ou plutôt spirituel. Il va être entre le temporel et le spirituel, selon peut-être le choix qu'il va faire. C'est une sorte de médiateur entre le haut et le bas. Il voit et peut entendre. Dès lors, il peut éclairer ses proches ou son peuple. Auguste, augure. Consacré par les augures, il peut, puisque marqué par le destin, donc il peut projeter sa vision au plus profond de lui, comme du monde. Alors on va dire, mais c'est génial d'avoir ce blason. Moi j'aimerais bien le posséder aussi. Mais son possesseur va sans doute avoir des difficultés, comme chacun d'entre nous, pour découvrir qui il est lui-même. Parce que si on lui dit, voilà, vous avez un œil, donc vous voyez, vous pouvez voir à l'intérieur de vous-même et vous pouvez voir à l'extérieur. Il pourrait pourquoi pas faire un métier de voyance, peut-être. Donc charisme de la vision. Mais tout ça, il doit le découvrir lui-même. Parce que tout ce que l'on peut nous dire ou nous expliquer, c'est une chose, mais ce qui est surtout très important, c'est ce que je vais moi découvrir à l'intérieur de moi-même. Donc, c'est un augure en ce sens que, donc c'est un oracle personnel, en ce sens que, à partir de ce dessin, ce monsieur doit retrouver sa propre nature. Alors nous, on l'a expliqué, on commence à l'apercevoir un peu, mais il doit aussi comprendre pourquoi l'œil, il doit comprendre pourquoi on a des circonvolutions, des espèces de petits serpentins autour de l'œil, pourquoi l'œil est rouge sur son extérieur, doré à l'intérieur, et pourquoi on a des zones noires, bleu, noir, bleu, noir, bleu, noir, bleu autour. On dirait presque une déesse hindoue avec des bras. Shiva. Voilà, par exemple. Pourquoi? Peut-être que pour arriver au centre de lui-même, il doit traverser ses propres ténèbres extérieures, qui vont bien sûr l'engluer. Parce que sa nature profonde, c'est de voir. Mais on a tous une nature profonde qui va être très positive, très intéressante, mais qu'il nous faut découvrir en traversant nos méandres personnels, en abandonnant nos illusions. Parce que lui, peut-être qu'il ne veut pas voir, lui, il voudrait être peut-être un chanteur célèbre. Mais ce n'est pas sa nature. Donc il ne sera jamais un chanteur célèbre. Sa nature, c'est autre chose. Et on se trompe tous en général sur notre propre nature. Donc voilà un exemple d'un blason expliqué. Ce que je vais vous présenter maintenant sont des blasons inexpliqués. Alors on va en dire deux mots. Voilà un blason. Alors encore une zone blanche, une zone noire, un mont qui nous rappelle le triangle. Et comme on en parlait hier matin, ce triangle a la forme d'un cône. Alors quand on parlait, vous vous rappelez du petit schéma du fils, quand on disait le fils,
un cercle avec un triangle dedans, ou, vu en volume, une sphère avec un cône intérieur, là on a la forme d'un cône. Donc on pourrait dire, tiens, on a peut-être une représentation du Fils, ou de la notion de Fils. Et c'est curieux, on a un arbre avec un taux, le taux de la crucifixion. Donc le Fils encore une fois ici. Puis on a ici, première étape, une espèce d'autel, l'autel des sacrifices, avec une croix, avec une verticale, donc c'est l'arbre qui est rouge, et une horizontale verte. Le cône qui est jaune sur cet exemple, en fait, est doré sur le blason héraldique. Donc c'est un cône de lumière, donc le Fils. Et le Fils qui est à cheval entre le blanc et le noir, c'est-à-dire entre l'esprit et la matière. Alors c'est intéressant comme blason pour celui qui en hérite. Il faut toujours qu'il y ait son bouclier. Comment? Il faut toujours qu'il y ait son bouclier. Voilà, alors les blasons, le blason d'un homme sera toujours fait dans un écu, avec un casque et des flammes, des oriflammes autour. Et on s'aperçoit que ces oriflammes ne sont pas toujours de la même couleur. Ni, il y en a qui sont plus resserrés et d'autres qui seront plus étendus. Voilà. Mais du fait que le dessin général du blason, c'est quand même qu'il indique qu'on appartient à une famille, il n'est plus de propre famille, disons. C'est une famille spirituelle, oui. Parce que si quelqu'un d'autre nous ferait le même blason, un blason, Oui. je suis persuadé que ça serait différent. Oui, Ça, parce c'est que on appartient à quelque chose, on appartient à une famille voilà, déjà directement. c'est la famille spirituelle et c'est l'image de cette personne, de ce monsieur, en haut. En tant que. Alors, si on se fait un blason, c'est vrai qu'en fonction des qualités de l'héraldiste qui va réaliser ce blason, on va avoir un blason totalement profane, on va avoir un blason d'une astralité moyenne, ou on va avoir un blason qui va taper plus haut. Tout dépend de la qualité de la personne, exactement comme dans un exorcisme. Selon la qualité de l'intervenant, on va avoir des résultats différents. Même en utilisant le même rituel. Donc on peut avoir plusieurs blasons. Non. Si, on peut avoir plusieurs blasons, on peut avoir un blason totalement profane qui servira à décorer. Donc c'est de la décoration de pacotille, mais ça peut être joli. On peut avoir un blason plus animique, plus cardiaque, qui sera un mélange de différentes choses. Et puis on peut avoir un blason plus spirituel. Mais le blason spirituel, il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas plusieurs. Mais je veux dire, c'est aussi la signature de la famille dans laquelle elle appartient, par exemple. Alors, s'il émane c'est la signature de la famille, mais c'est surtout la signature de soi. C'est soi dans la famille. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Soi dans la famille. Des couleurs, ça correspond à la couleur alchimique que l'on voit. Plus à des couleurs alchimiques, oui. Alors, un autre exemple. Là, c'est une tour. Donc ça, c'est un ami qui est assez, en plus dans sa physionomie, assez massif. Alors, une tour à 3 étages, avec du rouge en fond et 3 flammes vertes. Le casque est violet. Le casque est violet plutôt que rose. Et pourquoi? Alors, on peut compter le nombre de pierres. Parce que dans ce type de blason, tout va être mis pour une raison précise. Donc on peut compter le nombre de pierres, on peut compter le nombre de dômes, on peut compter le nombre de fenêtres, on peut compter le nombre de créneaux. On a 5 créneaux en haut. Tiens, on peut nous rappeler le chiffre de l'éther. On a 4 dômes, 2 à chaque étage. Enfin, 2 dômes à chaque étage. Donc on a le 5 et le 4. L'esprit 5 qui règne sur le 4 de la matière. Puis bon, etc. Alors un autre qui peut nous rappeler
ça va nous rappeler Aurel Ramon. Avec, donc pour ceux qui ont travaillé un petit peu la rosace du 36, ben ça va nous rappeler aussi un petit peu la rosace du 36. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? On dirait une fleur. Est-ce vraiment une fleur? Il y a les couleurs. Voilà. Une fleur sur un fond noir. Pourquoi? Etc. etc. Donc mais de toute façon, le propriétaire du blason aura plus de clés sur lui-même que nous ne pouvons en avoir, nous, vu de l'extérieur. Bon, celui-là, on l'avait déjà vu, 2 faux entrecroisés. Une lame rouge, une lame verte. Celui-là, bon, il vaut mieux peut-être pas le combattre. Il faut. Et l'anneau qui est sur le... La couronne, oui. Oui, d'accord. Voilà, alors ça, tout en haut, vous avez une couronne qui signifie quelque chose selon les couleurs. Hein, il y a les couronnes d'or, il y a la couronne d'argent, il y a diverses couronnes. Donc, tout va avoir une signification, mais la signification ne va nous apparaître que progressivement. Alors, c'est pas un gris-gris qui va nous faire gagner au loto. Hein. Là, je vous le répète, c'est très très loin de ce genre de choses. Alors, celui-là, eh ben, un dragon avec un manteau. Donc, dans le nom de famille, on doit avoir le manteau qui signifie quelque chose. Alors, je resterai un petit peu. Je vais regarder s'il n'y a pas. Voilà, alors, on parlait tout à l'heure justement de 2 personnes de la même famille qui peuvent avoir 2 blasons. Bon. Alors là, on a une personne de la famille et puis une autre personne de la même famille. C'est la même chose, mais c'est complètement différent. Donc déjà, ça c'est le blason d'une dame, donc un losange, et non un écu. Avec le manteau. Et si on regarde bien, donc là on a une zone noire, blanc, donc une espèce de damier que nous retrouvons sur cet autre blason. Mais là, il n'y a pas que 2 cases blanches, 2 cases noires, là, on a beaucoup plus la forme d'un damier, d'un échiquier. On a le manteau. Et le manteau, à l'intérieur, rouge. Ici aussi, intérieur rouge du manteau. Après, voilà, donc, comme on disait, c'est la famille, mais c'est totalement différent pour chaque personne de la famille. Le nom de jeune fille. Alors on va éventuellement intégrer le nom de femme, mais ça va être le nom de jeune fille qui va nous indiquer en fait la nature. Donc bon, ça c'est pareil, un écu avec un pentagramme. Le feu, un pentagramme de feu. Une espèce de soleil à l'intérieur. Alors pourquoi? C'est bien d'avoir, mais si on ne sait pas pourquoi, on va le garder dans son tiroir. Il faut l'analyser. Et à ce moment-là, pour une première analyse de blason, on prend tout simplement un dictionnaire des symboles, puis on va regarder ce que symbolise le pentagramme, on va regarder ce que symbolise le soleil, on va regarder ce que symbolise le vert, le bleu, et puis on va essayer progressivement de monter une signification, de voir des choses. Donc ça, c'était les blasons plutôt masculins. On jette un petit coup d'œil sur les blasons féminins. Un œil encore, un bilboquet. Alors, comme vous pouvez le voir, chaque blason est totalement différent. Alors c'est un héraldisme qui échappe un petit peu par le haut aux règles de l'héraldisme classique. Alors pourquoi un bilboquet?
pourquoi ces zones-là, etc. La personne doit savoir, doit trouver, doit découvrir. Alors voilà un autre. Alors 2 amphores sur un quadrillage, sur un treillis vert. Une amphore rouge avec l'intérieur jaune ou or, une amphore jaune ou or avec l'intérieur rouge. Moi, ça me rappelle le verso, ça. Ou la cabane, les vases qui se renversent dans la cabane aussi. Oui. Voilà, oui, tout à fait. Alors quel est le symbolisme de l'amphore, du vase? Le vase, on peut avoir l'idée du Graal derrière, et non, etc., etc. Et pourquoi pas dans la Bible, je ne sais pas, les paraboles de la Bible, et on va partir dans une direction. Et si on est plusieurs à faire une interprétation, on va chacun partir dans une direction différente. Et de fil en aiguille, on va finir par tomber sur quelque chose. Sur 2 choses qui seront peut-être totalement différentes, mais qui n'en seront pas moins justes. Tant il est vrai qu'il y a plusieurs visions. Il faut chercher l'enfant dans un cœur, chercher la solution dans le cœur. Un cœur, voilà, chercher la solution dans le cœur, nous dit Vincent. Le cœur, avec les deux côtés du cœur. Ouais. Alors une autre dame. Pourquoi c'est pour les dames? Pourquoi c'est un losange? Voilà, parce que traditionnellement c'est un losange pour les femmes. Peut-être qu'il y a une autre raison. Sûrement une signification, mais non. Bah, bon, il faut la chercher. Il faut chercher. Alors là, bah, on a une forme de harpe, mais une harpe avec quand même une étrange forme, une lyre. Combien de cordes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cordes. Encore les gouttes. Les gouttes vertes. Encore 2 zones. Une zone blanche, une zone quadrillée. Grise et rose. Une espèce d'œuf rouge, le soleil levant peut-être. Peut-être un soleil levant sur la mer, je ne sais pas. Bon, après, on va chacun interpréter d'une manière ou d'une autre. Et mine de rien, ce sont des blasons opératifs, c'est-à-dire que parfois quand on reçoit son blason, il se passe des choses. Alors, des choses plus discrètes chez certains, et puis des fois plus violentes chez d'autres. Donc c'est pas simplement un beau dessin, c'est un beau dessin. Il faut le prendre comme d'abord un beau graphisme. Mais derrière ce beau graphisme, des choses sont cachées, des choses invisibles, qui peuvent surgir ou non. Parce que si je travaille sur mon blason, je vais le trouver, je vais sans doute découvrir des éléments intéressants. Mais si je suis paresseux, que je mets mon blason dans un tiroir, il ne se passera rien. Donc je me serais fait faire un blason, ça me fera plaisir, et puis terminé. Alors donc ça c'est la grande famille, une famille de techniques je dirais plus pentaculaires. Alors en fait les blasons, si on considère que les pentacles doivent être numérés, utiliser les nombres, on s'aperçoit que sur ces blasons on n'a pas de nombre. Par contre, un blason n'est pas comme un talisman avec un but précis et plus matériel. Donc le blason, on va le considérer un petit peu comme un mi-chemin entre la science des pentacles numérés et la science des talismans plus matérialistes. Parce que dans un blason, il y a des nombres quand même. Si on en prend un, par exemple, on prend le cœur que nous voyons tout à l'heure, il y a plein de nombres là-dedans. Il faut les compter. 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16. Il y a 16 cases blanches. Il y a combien de baguettes vertes qui font l'entrecroisement? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 si on compte les bords. Donc il est signé du 10, il est signé du 16. Que signifie le 16? Alors c'est là où on va se trouver court si on n'a pas d'études un petit peu théologiques ou métaphysiques derrière. Parce que le 16, ça correspond à quelque chose. Le 10, ça correspond à quelque chose. Donc, je pense que l'étude de son propre blason, ça peut être également le travail de toute une vie. Et celui qui élabore le blason, oui. Il a cette connaissance-là Il a une forme de connaissance, un petit peu du grec, des racines des langues anciennes, qui sert à tourner autour du pot, qui sert à cerner un peu le sujet. Bon. Mais après, ça va descendre. C'est-à-dire que c'est une vision qui n'est pas commandée, qui n'est pas que de la connaissance technique. Et si le ciel ne s'ouvre pas, il vous rend votre chèque et il ne vous fait pas votre blason, parce qu'il ne peut pas le faire. Donc il y a eu des cas, des blasons ou d'autres choses, où là-haut, il y a une espèce d'interdit. C'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas possible, c'est peut-être un outil que la personne ne doit pas posséder, donc elle ne peut pas le posséder. Et ça ne s'ouvre pas. Et là, il ne peut pas. Il y a des fois des blasons qui passent de justesse. Il y a un blason parmi ceux que je vous ai fait voir tout à l'heure, ça a été limite. Il a été limite de dire, bon, j'arrête. Non pas qu'il ne l'avait pas perçu, mais il n'arrivait pas à le peindre. Avec le pinceau. Alors je dis, mais attendez, c'est... Ah oui, il n'y arrivait pas. Il se passait quelque chose, le pinceau, la peinture, le pinceau, ça n'allait pas. Donc, tout ça, c'est une forme d'ésotérisme pratique. Est-ce qu'on peut parler de puits? Oui. On peut parler de puits? Alors, on en parlera tout à l'heure. Je vais vous faire voir les logos, et puis après, on passera à ces choses-là. Étude maintenant des logos. Alors, le logo sera peut-être un petit peu plus facile à réaliser. Quoique, il est bon d'avoir un bon bagage en symbolique. Et puis, vous avez des gens qui ont des dons. On a tous, ici dans cette pièce, des dons différents. Il y en a un qui va être doué pour guérir une plaie, l'autre qui va être doué pour écrire un livre, l'autre qui va être doué pour parler, l'autre qui va être doué pour chercher, pour découvrir, pour faire une découverte scientifique, l'autre qui va être doué pour exorciser, l'autre qui va être doué pour... On a tous un don différent. Donc dans ces dons, il y en a qui sont doués pour faire les blasons. Et d'autres qui sont doués pour autre chose. Donc découvrez votre propre don intérieur, et là-dedans, automatiquement, vous serez bon, vous serez épanoui. Alors, le logo d'entreprise. Donc, c'est dans le cas où un professionnel, un prêtre, va exorciser le chef d'entreprise, ensuite exorciser le local commercial, et après, il y a une troisième possibilité, c'est de mettre en place un logo, donc un talisman de protection qui sera en fait la réunion, qui sera le point focal de l'égrégore de cette entreprise. Alors vous avez remarqué que quand les grandes sociétés de voitures, grandes marques de voitures font de la publicité, ils vous martèlent le logo à la télévision, tout le temps. Et si on étudie un petit peu les logos de certaines entreprises, de multinationales, de grosses entreprises, il y en a qui ont des logos qui sont très intéressants. Prenez actuellement, ce que je regarde, c'est le logo de Renault. Qu'est-ce que c'est le logo de Renault? Eh bien, il est très bien. Il est très bien fait. On va éteindre ça 2 secondes. Il est très bien fait. J'aurais pu même en prendre faire un rétroprojecteur. Le logo de Renault, déjà,
c'est un losange. Et c'est un losange qui est gris sur sa partie inférieure et blanc sur sa partie supérieure. Bon, pour ceux qui font un petit peu de symbolique, ça c'est quoi? C'est le solvay écorégulat des alchimistes. C'est l'intérieur. On va vous donner un petit exemple. Quand on avait tout au début parlé de la conception de la Terre, par les plans spirituels de la fameuse bulle d'éther, eh ben, on a bien des sortes de losanges. On en a un ici, en bas, et on en a un plus haut. Donc, en fait, on peut y voir d'autres choses également. Mais nous avons ici une représentation particulière qui prend sa trame dans un arcane ésotérique, dans l'arcane général. Donc, ce logo de Renault va pulser, en plus comme il est gris et blanc, il va pulser. Bon, il y a du jaune, je l'ai pas tout à fait en tête. C'est également, si on essaye de marcher sur le tour, on va s'apercevoir qu'on a comme une espèce de ruban de Moebius, je crois, un système qui se tourne par lui-même et qui trace une espèce d'infini. Parce qu'on peut faire le tour indéfiniment, on passe de l'autre côté. Donc, il y a un effet légèrement hypnotique quand même par rapport au tour de ce logo. Ah, vous avez marqué Renault dedans, bien sûr. Donc, vous avez une autre marque de voiture, c'est Chrysler. Chrysler, c'est quoi son logo? C'est le pentagramme. Alors là, c'est encore plus facile, hein, c'est l'étoile à 5 branches. L'étoile à 5 branches, très en vogue dans tous les milieux ésotériques, hein, puisque ça représente l'homme, donc l'esprit dominant les 4 éléments. C'est curieux quand même d'avoir un logo pour une marque de voiture qui soit de cette nature. Alors, on va dire que tous les logos d'entreprise ne sont pas des logos qui sont dessinés activement de cette manière-là, mais il y a un certain nombre qui utilisent les chiffres, qui utilisent les symboles. Pourquoi? Parce que dans notre inconscient collectif, ça existe depuis des centaines d'années, voire des millénaires. Mercedes, c'est une étoile à 3 branches. Quand je vois une étoile à 3 branches, ça me rappelle le Père, le Fils, le Saint-Esprit, dans lequel j'ai été baigné depuis ma plus tendre enfance en tant que chrétien. Et tout ce que le 3 représente. En plus, donc c'est dans un rond. C'est-à-dire que Mercedes, c'est une étoile à 3 branches. Dans un rond. C'est également l'image du Fils, puisque si on s'amuse un petit peu, on peut tracer un cône dans une sphère avec cette étoile à 3 branches. Donc, on a des trames qui sont très anciennes, qui sont imbriquées dans notre inconscient profond. Donc, c'est les trames ésotériques, en fait, les trames symboliques classiques, et que certains vont utiliser pour tracer des logos pour gagner des sous. Parce que ça représente quelque chose pour moi. Je ne sais pas quoi. Parce que quand je le vois en tant que profane, en tant que monsieur qui veut acheter une voiture, je ne sais pas du tout ce que ça représente. Mais il y a une résonance à l'intérieur. C'est comme la publicité subliminale. C'est exactement ça. La publicité subliminale, c'est que, mettons, vous passez un film, et puis, je ne sais pas, un film, c'est 24 images secondes. Alors vous avez 23 images, c'est le film, et la 24e image, c'est quelqu'un en train de boire un Coca-Cola. Des glaçons, par exemple. Ou des glaçons, ou bon. Et puis d'un coup, vous êtes dans votre salle de cinéma, puis vous avez franchement envie de boire un Coca. Alors que c'est peut-être pas votre truc, parce que inconsciemment, votre cerveau a enregistré l'image du Coca-Cola, l'a transmis à votre cerveau conscient, et vous avez envie, sans savoir pourquoi, de boire un Coca-Cola. C'est la science des logos vus de manière un peu plus profane, un peu plus de manipulation. Mais quelque part, c'est ça, un logo, c'est destiné à protéger l'entreprise,
et à donner une image de marque, une image de confiance, de sérieux. Alors, voilà, logo d'entreprise. Alors, donc un logo d'entreprise est plus destiné bien sûr à un usage professionnel. Alors, pour tout type professionnel, ça peut être un commerce, ça peut être un cabinet, profession libérale, ça peut être une usine. Par contre, il faut faire très attention sur l'utilisation de ces logos. Une entreprise qui est en perte de vitesse, une entreprise, mettons, qui vendrait des esquimaux, des glaces au pôle Nord, vous pouvez lui faire le plus beau logo, le plus puissant logo qui existe, l'entreprise ne fonctionnera pas. Parce qu'il n'y a aucune demande de manger des glaces au pôle Nord, il fait trop froid. Donc, il faut d'abord que l'entreprise ait une solide assise matérielle, que l'entreprise ait un bon produit, une bonne technique de communication, une bonne gestion. Et après, on peut lui adjoindre un logo correct. Mais si vous avez une entreprise qui possède un logo occulte très puissant, mais si le gestionnaire est mauvais, s'il y a une mauvaise comptabilité, s'il y a un mauvais produit, etc., ça ne fonctionnera pas. Le logo n'est qu'un amplificateur, n'est qu'un haut-parleur. Et si on ne dit rien, on ne peut pas... 0 multiplié par 10 est égal à 0. Alors, je donne un petit... quelques logos au rétroprojecteur. Alors ça, c'est des logos symboliques qui ont été en fonction ou qui sont en activité actuellement. Alors, le logo symbolique doit être représentatif de l'activité commerciale de l'entreprise. Parce qu'il faut que ce logo soit profane, mais ait des trames ésotériques cachées derrière. Alors, par exemple, pour une société de tourisme, on peut avoir ce logo-là. Ça vous fait penser à quoi, ça? Tour Eiffel. La Tour Eiffel vue d'en haut. Et c'est vrai que cette entreprise, donc, c'est un logo qui a bien fonctionné, c'est une entreprise de tourisme qui était au Carrousel du Louvre à Paris, avec ce logo. Et en plus, dans la structure même du bâtiment, il y avait une énorme Tour Eiffel. Les pieds d'une énorme Tour Eiffel. Donc c'était décoré Tour Eiffel, donc on a mis une Tour Eiffel. Mais si on regarde simplement en passant, on voit une Tour Eiffel. Mais si on regarde de manière beaucoup plus avec l'œil symbolique, du symboliste, on voit que cette Tour Eiffel, elle est quand même bizarre. Elle est faite, le sommet est représenté par un soleil. Un soleil dans un carré. Avec la Tour Eiffel, bien sûr, mais ce sont des arcs. Donc, des lunes. Avec à nouveau les 4 pieds carrés. Mais au niveau des lunes. Donc on a le soleil, la lune et le carré. On pourrait dire qu'on a le soleil, la lune et la terre. C'est le triptyque opératif sur le plan de ce que nous vivons. Il y a 5 carrés aussi. Il y a 5 carrés. Donc communication. Communication et terre, selon les structures. Alors, ça c'est un logo qui a très bien fonctionné. Et en tant que protection et en tant que, je vous raconte un petit peu l'histoire. Donc c'est un monsieur un jour qui lit un livre, c'est un monsieur qui un jour va à un salon de voyance. Alors qu'il avait acheté une entreprise, etc. et ça fonctionnait difficilement. Puisqu'il avait approximativement 80 000 francs de loyer par mois et il avait un chiffre d'affaires de 100 000 francs par mois. Avec 3 vendeuses à payer, il y avait un petit problème. Donc tous les mois, il rajoutait 50 000 francs dans son entreprise, donc ce qui n'était pas le but du jeu. Donc un jour il va à un salon de voyance et puis il tombe sur une brave voyante qui lui dit « Vous êtes envoûté, je vais vous désenvoûter. » Il se fait désenvoûter. Et c'est vrai qu'après il se sent mieux. Bon, curieux. Mais ça continue à aller difficilement et il continue à s'enfoncer. Il tombe sur un livre qui traite du désenvoûtement
Donc c'est il y a quelques années ça. Et puis je vais sur place et je lui fais un nettoyage triangulaire dans le commerce. Chose très curieuse, bon, il commence à se sentir mieux, mais le lendemain, quand il a une de ses vendeuses qui arrive, sa vendeuse lui dit « Ah bah, aujourd'hui, on se sent mieux. C'est curieux, c'était souvent l'atmosphère était lourde, puis là, on se sent mieux. » Et il s'est aperçu progressivement que les clients avaient tendance à revenir un peu. Mais c'était très, très succinct. Alors on décide de mettre en place un logo. Travail, etc. Il met en place son logo. Quelques semaines après la mise en place du logo, sa belle-mère part en hôpital psychiatrique. Et elle finit par avouer que oui, c'était elle qui faisait de la magie contre lui. Complètement aberrant, je dirais. Il devait descendre des nuls. Alors, il est descendu des nuls parce que déjà, bon, c'était un expert comptable, donc c'était pas un individu farfelu, c'était quelqu'un qui avait fait quand même des études, cartésien, un homme d'affaires, bon, qui ne croyait pas à toutes ces choses-là et qui a fini par y croire contraint et forcé. Bon, la belle-mère, elle a compris une fois, enfin, elle a compris, elle n'a pas tellement compris, elle s'est retrouvée en hôpital, elle a avoué ce qu'elle avait fait, elle est rentrée de l'hôpital, elle a recommencé, elle est repartie. Miroir. Ça a fait miroir. Bon, alors, comme l'opération d'exorcisme ou de nettoyage avait été peut-être un petit peu courte ou ne protégeait pas l'entreprise, avec ce pentacle, avec ce talisman plutôt, qui n'en a pas l'air, eh ben, ça a tout nettoyé. Mais parce qu'il l'a utilisé. S'il l'avait laissé dans un tiroir, il ne se serait rien passé. Donc il l'a mis partout, de manière à ce que ce soit vu. Et à l'entrée de l'entreprise, il y avait deux colonnes de chaque côté de la porte, avec des spots lumineux. Il y avait, comme pour le transparent, ben, il y avait une lumière, le logo en transparence, et donc ça faisait une projection sur les gens qui passaient. Et comme dans la galerie du Louvre à Paris, ben, vous avez des milliers de gens, je ne sais pas combien il y en a, mais il y a peut-être 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 qui passent tous les jours, automatiquement, sur les 50 000, il y en avait quelques-uns qui rentraient dans la boutique. Et progressivement, eh bien, le chiffre d'affaires a remonté. Alors, comme vous le voyez, pour ce logo, il ne doit pas être trop ésotérique. Alors, il y en a qui sont un peu plus ésotériques dans ces logos, mais il y en a qui le sont moins. Vous comprendrez pourquoi. Il ne faut pas que ce soit trop ésotérique. Parce qu'il ne faut pas que le profane voie ce qu'il y a derrière. Je ne vais pas dire, il ne faut pas qu'il voie le piège, mais il faut que ça passe, il ne faut pas qu'il y ait la barrière mentale. Si je vois un gris-gris, un pentacle, etc., je vais me dire, ah, c'est de la magie, j'y vais pas. Parce que je fais une barrière au niveau mental. Si je ne vois pas, par exemple, là, cette entreprise noir sur blanc, ça ne fait pas ésotérique du tout. Par contre, c'est bâti sur une trame ésotérique. Donc, je ne le vois pas, hop, ça rentre directement dans mon inconscient. Le logo doit également intégrer la personnalité du chef d'entreprise. Parce que c'est lui qui sera le pilote de la société. Et doit posséder en général une solide trame métaphysique. Alors soit c'est symbolique, soit c'est de l'arcane, soit c'est du 36, mais cette trame ésotérique doit être invisible. Alors là, on a une trame basée sur l'arcane, sur le double cône. Parce que si on continue dans ce logo noir sur blanc, si on continue le tracé, on a un triangle pointe en haut et un triangle pointe en bas. Et c'est un logo pour une papeterie imprimerie. Donc c'est vrai que, clac, c'est tout à fait représentatif de l'activité commerciale, en plus que derrière on a une trame. Et c'est également, par exemple, le noir en haut, le blanc en bas, c'est la lumière non manifestée qui s'imprime sur la lumière manifestée. Donc, une petite trame. Le logo qui se trouve tout en haut ici est un logo pour une société de confiture. C'est amusant. Il y a les petites cuillères avec les différentes couleurs de confiture, bien entendu. Et nous avons la trame que nous retrouvons
chez Renault, hop, le losange, qu'on retrouve, comme on a vu tout à l'heure, dans la descente métaphysique, avec, alors on a combien de 6 Ouais, 6, alors 6 x 6, 36, etc. Je ne dévoile pas trop parce que c'est des logos qui sont en activité, ça, donc on va pas trop les... Et plus on les voit, plus on les regarde et plus on va les charger. Donc, un logo sur chaque pot de confiture, il faut qu'il y ait de logo, sinon ça ne fonctionne pas. Alors ça, ce serait le logo pourquoi Pour les arts. Voilà, un truc artistique, on a une femme, on a une chevelure, palette, c'est un coiffeur. Un coiffeur. Alors, c'est moins architecturé sur la métaphysique celui-là, parce que c'est plus artistique, donc ça touche plus l'âme, donc ça va être travaillé différemment. C'est pareil, on ne sait pas trop si on a une palette, si on a une chevelure, différentes petites choses. Alors celui-là, ça c'est un logo qui fonctionne excessivement bien. On l'a déjà parlé dans un stage. Donc on a une goutte d'eau verte, une goutte d'eau bleue à l'intérieur, et puis je crois qu'il y en a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 11, voilà. 12 flammes qui tournent. 12 flammes tournoyantes. C'est un monsieur qui vend des chauffe-eau solaires. Donc on a l'eau qui est chauffée par le feu, etc. Donc une symbolique profane, mais derrière, il y a une symbolique active. Et pour activer, est-ce qu'il y a un Oui, rituel? bien entendu, il y a des rituels qui vont activer ces logos. Le logo sec, c'est bien, mais c'est mieux d'activer derrière et de les booster, de les pousser. Bon, ça c'est une entreprise, il y a 3 ans, elle était au bord du dépôt de bilan. Il y avait 3 employés qui étaient payés très difficilement à la fin du mois. Et puis bon, le chef d'entreprise avait le choix entre continuer à se batailler comme il pouvait et puis couler, ou se tenter d'investir ses derniers fonds dans un logo. Il a préféré la solution la moins raisonnable. Il s'est fait faire un logo. Aujourd'hui, de 3 employés, il est passé à une douzaine. Il est en train de faire fabriquer une usine de chauffe-eau solaire. Il fait peur à tout le monde là où il est, parce qu'il est quand même dans une île lointaine où il y a beaucoup de soleil. Il fait peur à tout le monde, il est en train d'écraser tous ses concurrents. Et tous les pièges, tous les dangers auxquels il a été confronté, il les a surmontés, les uns après les autres. Alors, ça n'a pas été facile. C'est pas parce qu'on a un logo que c'est facile, ce n'est qu'un outil supplémentaire de combat. Mais entre combattre avec une massue et combattre avec un sabre bien tranchant, je préfère personnellement la deuxième solution. Donc ça, c'est un sabre bien tranchant. Alors, quand il a un problème, parce que bon, ça, ce logo-là, il est ritualisé, il est bon, bien chauffé pour être efficace. Quand il a un problème, il essaye de résoudre son problème sous ces 2 aspects. Alors déjà, le logo, il n'est pas dans un tiroir, hein. Il est sur toutes les voitures de la société, il est sur tous les chauffe-eau, il est sur toutes les publicités, il est partout. Il est même sur des grands panneaux, parce qu'il y a une route très passante sur laquelle il y a 20 000 personnes qui passent. Alors il s'est fait un grand panneau avec son logo, pour que les gens chargent le logo. Donc travail de l'image comme toutes les grosses entreprises. Quand il a un problème, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, c'est qu'il va demander à son logo. Il lui dit, il faut que tu mènes. Là, on est dans la mouise. Il faut absolument que tu mènes. Il faut que le banquier dise oui. Parce que sinon, on coule. Alors, évidemment, le banquier ne peut pas dire oui parce que des exemples qui se sont produits. Mais en même temps, il va avoir donc cette démarche plus invisible, plus magique, mais en même temps, il a la démarche pragmatique, normale, d'aller voir son banquier, de faire des pieds et des mains pour que matériellement, ce qu'il désire puisse s'organiser. Donc, c'est pas parce qu'on a un logo, c'est pas parce que vous allez demander, donc vous avez tous un logo, vous allez demander à votre logo de gagner au loto.
Oui, mais si vous ne commencez pas par aller jouer au loto, vous ne pourrez pas gagner. Donc c'est ça, la plupart du temps, on a un outil, on le laisse dans un tiroir et on pense que ça va être utile. Non, on s'en sert, on fait tout ce qui est en notre pouvoir dans la matière pour réussir. Et en plus, on peut faire des demandes plus invisibles, plus spirituelles à son talisman. Mais d'abord, gardons les pieds sur terre. Alors, autre logo. Ça, c'est le logo, par exemple, qui est un peu plus ésotérique, vous allez me dire. C'est le logo d'une entreprise, d'un cabinet de L-pratiqueurs, c'est-à-dire un cabinet de magnétiseurs. Donc, un petit peu différent. Alors là, on a le 8, on a le carré noir entrelacé dans un carré blanc avec un triangle rouge. Alors déjà, on a le noir, le blanc, le rouge. Les alchimistes nous diront le gros noir, le gros blanc, l'œuf au rouge. Les francs-maçons nous diront Jacquine, Bose, plus le toit, là, le fronton. Les musulmans nous diraient ah, ben c'est l'octogone. Donc les temples à 8 facettes, à 8 murs. Donc tout le monde va y voir quelque chose selon ses racines. Donc ça c'est pour un cabinet. Ça a été un des premiers logos que nous avons utilisé personnellement pour le nettoyage, pour des opérations de désenveloppement. Et si on regarde, on a 4 lunes. On a les 4 phases de la lune. Donc, les 2 lunes blanches contre les 2 lunes noires en petit. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je ne vois pas ça. Je vois un coq qui a le bec ouvert qui chante vers le haut. Ou une personne l'a dit une fois, moi je vois un dauphin. On y voit des choses, mais ça fait comme un petit symbole. Et si on n'a pas l'œil exercé, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. On en ressent un effet positif. Et puis voilà. Alors ça, c'est quelques logos que nous venons de voir. Est-ce que je vous ai tout dit sur le logo? Ben non, je pense pas. Le logo là, vous avez été fait ou vous avez fait? Ah, tous ces logos-là ont été faits. Enfin, je ne fais pas les logos. Le mien, je me le suis fait faire. Je ne l'ai pas fait. Moi, je préfère, quand j'ai un besoin, m'adresser à un spécialiste qui connaît bien son métier, plutôt que de bricoler moi-même. Quand je vais faire réparer ma voiture, plutôt que de mettre les mains dans un truc, surtout qu'en plus j'y connais rien du tout, je préfère l'emmener au garage. Je pourrais essayer, mais je vais bricoler. On va regarder le logo des éditions Rouge et Vert après, vous allez voir que c'est... On a l'impression que c'est un truc sympathique, mais en fait il y a beaucoup de symbolique derrière. Un logo doit également posséder un fort potentiel, je dirais, positif. Alors, on va continuer, on va regarder un petit peu le logo rouge et vert pour jouer, pour se donner pour voir des petites choses. Alors, je vous fais voir des exemples pour que vous soyez capable de reconnaître un logo pentacle, ou un logo talisman plutôt, d'un logo qui ne sert à rien, qui ne veut rien dire. Parce que si vous avez des logos qui sont actifs, puissants et positifs, vous avez aussi des logos qui sont tellement mal faits qu'ils vont réaliser l'effet inverse et avoir tendance à détruire la société plutôt qu'à la remonter. Une fois, j'ai vu une dame, elle avait sur son logo, elle avait une belle fleur, pentagramme, pointe en bas. Bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de problèmes c'était un restaurant, il y avait énormément de problèmes. Ou la BNP, à un moment donné, votre argent nous intéresse, et là, on voyait que c'était un fleuve, alors donc l'argent il partait au fil de l'eau, c'était il y a une dizaine d'années. Enfin, oui, c'était peut-être pas symboliquement c'était adéquat. Contactez CEAPS au 561 324 3957 38 26 54 90 47 19 77 27. Email CEAPS centre@commercial
gmail.com.